Au cœur de Fontcombe, sous les voûtes claires où résonnent depuis des siècles les voix des rois, un silence particulier s'installa. Là, entre les seigneurs elfes, les chefs des hommes et les guerriers nés d'antiques lignées, se tenait un hobbit. Petit, discret, presque déplacé dans cette assemblée où chaque présence portait le poids d'histoires millénaires. Et pourtant, lorsque Bilbo Bessac prit place, les regards changèrent. Un respect grave, presque solennel, traversa le conseil. Pourquoi lui, un simple voyageur de la comté, éveillait-il une telle considération parmi les grands de la terre du milieu? Qu'y avait-il en Bilbo que même les sages ne pouvaient ignorer? Si cette question t'intrigue, accompagne-moi dans ce voyage au cœur du respect qu'un hobbit inspira aux puissants. Et si tu trouves que même un hobbit peut encore surprendre, laisse un like et abonne-toi. Après tout, dans la terre du milieu, les petites actions peuvent changer le destin du monde. Pour comprendre ce qui pesait réellement sur les épaules de Bilbo au moment où il s'assit parmi les puissants, il faut adopter un instant le regard de ceux qui l'entouraient. Dans cette assemblée, rares étaient ceux qui ignoraient ni son histoire. Les annales des terres sauvages circulent vite entre les peuples libres et la rumeur d'un hobbit qui s'était aventuré dans les profondeurs d'Erebor avait, depuis longtemps, trouvé sa place dans les récits chuchotés autour des feux de camp et dans les salles des rois. Car Bilbo n'était pas simplement revenu d'un voyage. Il avait pénétré dans le cœur même du royaume de Smaug, un territoire que ni les nains, ni les hommes, ni même les elfes n'osaient beau franchir depuis des générations. L'ombre du dragon pesait comme une condamnation sur toute la région, et pourtant, ce petit habitant de la comté avait réussi à entrer dans la montagne, marcher parmi les ruines du pouvoir de Durin et en ressortir vivant. Pour les sages, cet exploit n'était pas seulement remarquable, il relevait presque de l'incompréhensible, et ce n'était qu'un chapitre de son parcours. La liste de ses survivances aurait suffi à construire la réputation de n'importe quel aventurier, capturé par 3 trolls sordides et sauvé in extremis. Échappé aux profondeurs des montagnes brumeuses, après avoir croisé la malveillance des gobelins, affronter les ténèbres de Mirkwood où les toiles des araignées géantes étouffent jusqu'à la lumière. À chaque fois, Bilbo s'en était tiré non pas par la force brute, mais par une combinaison étrange de ruse, d'audace et de cette chance inexplicable que certains peuples appellent la faveur du destin. Les grands du Conseil ne voyaient donc pas un hobbit anodin. Ils voyaient un survivant d'événements que beaucoup d'entre eux auraient considéré comme perdu d'avance. Et ce survivant, en plus, revenait porteur d'un trésor que l'on croyait disparu. L'Arkenstone n'était qu'une brillance, mais le véritable fardeau, celui que Bilbo avait ramené sans vraiment le comprendre, pesait bien davantage. L'anneau, silencieux à son doigt durant son voyage, avait laissé dans son esprit une trace subtile, un écho que seuls les plus sages percevaient. Gandalf, Elrond, Glorfindel, tous savaient qu'aucun être ne passe autant de temps aussi près d'un pouvoir sombre sans qu'une part de lui ne change, fût-ce de manière imperceptible. C'est ce mélange de fragilité apparente et d'endurance presque impossible qui façonnait l'aura de Bilbo. Pour un elfe ancestral habitué à contempler les siècles, la vision d'un hobbit qui avait affronté Smaug et était revenu pour le raconter relevait du prodige. Pour un nain, entendre qu'un semi-homme avait contribué, même indirectement, à la reconquête d'Erebor tenait du renversement de l'ordre naturel des choses. Quant aux hommes du Nord, élevés parmi les légendes de dragons et de ruines enflammées, apprendre que ce petit être avait survécu là où tant de héros avaient péri inspirait une forme de respect incrédule. Et ce respect se doublait d'une autre réalité, plus discrète encore. Bilbo était devenu, de fait, une légende vivante. Non pas une légende forgée de gloire ou de grands discours, mais celle qui naît d'histoires trop improbables pour sembler vraies et pourtant indéniables. Cette légende, Bilbo la portait sans s'en rendre compte. En traversant la salle du conseil, il ne mettait pas en avant ses exploits. Il ne cherchait ni admiration ni reconnaissance.
Et c'est précisément cette absence de prétention qui renforçait l'impression qu'il avait accompli quelque chose d'exceptionnel. Dans les regards des sages réunis à Fontcombe, on pouvait lire un mélange de curiosité, d'inquiétude et d'admiration silencieuse. Car ils savaient que Bilbo n'avait pas seulement survécu à ses aventures, il en était revenu transformé, façonné par des forces qui dépassaient d'eux les simples récits d'explorateurs. Il comprenait que son voyage n'avait pas été un heureux hasard, mais un chapitre essentiel des vastes mouvements de la Terre du Milieu, un présage du retour d'une ombre que beaucoup croyaient éteinte. Ainsi, lorsque Bilbo se tenait parmi eux, ce n'était ni la taille du hobbit, ni la simplicité de ses vêtements, ni même son air un peu fatigué qui importait. Ce qui comptait, c'était ce que chacun percevait derrière ses gestes tranquilles. Le poids invisible d'une aventure qui avait résonné bien au-delà de la comté et qui, sans que Bilbo ne le réalise vraiment, avait déjà influencé le destin du monde. Pour ceux qui siégeaient au conseil, l'histoire de Bilbo ne se limitait pas à ses aventures du visible. Ce qui pesait le plus lourd, ce que seuls quelques-uns percevaient réellement, c'était le fait qu'il avait porté l'anneau pendant des décennies, une durée inimaginable pour la plupart des présents, habitués à considérer les artefacts puissants comme des fardeaux temporaires, des objets que l'on manipule avec une prudence extrême avant de s'en défaire au plus vite. Mais Bilbo, lui, l'avait conservé comme un simple souvenir de voyage, ignorant que chaque jour passé en sa compagnie érodait un peu de son propre être. Gandalf, le premier, comprenait la profondeur de cette charge. Il avait vu des rois déchoir pour moins que cela, des guerriers sombrer après seulement quelques instants d'exposition à des pouvoirs célèbres pour briser la volonté des plus endurcis. Et pourtant, Bilbo avait résisté. Non pas indemne, nul ne l'est jamais, mais debout, entier au moins en apparence. Cette endurance suscitait chez les sages une forme de perplexité presque inconfortable. Comment un hobbit doté d'une nature paisible et sans prétention avait-il pu supporter si longtemps une influence capable de détruire la raison d'un homme ou d'enflammer l'ambition d'un elfe trop confiant ? Elrond, en observant Bilbo, percevait cette lutte silencieuse. Lui, qui avait vu les effets de l'anneau sur les hommes, savait qu'un mortel qui en restait proche plus que quelques semaines risquait de sombrer dans la folie ou la corruption. Que dire alors d'un porteur qui, pendant 60 années, avait gardé ce poids au fond de sa poche, presque comme un talisman ? Cette seule pensée suffisait à imposer un respect grave. Car si les hobbits avaient la réputation d'être résistants, capables d'encaisser les épreuves du monde avec une naïveté robuste, personne n'aurait imaginé que l'un d'eux puisse défier la tentation la plus ancienne et la plus perfide de toute la Terre du Milieu. Pourtant, derrière cette endurance se révélait aussi une inquiétude profonde, car Bilbo, même s'il avait abandonné l'anneau, restait marqué par lui. Cela se percevait dans de petites choses. Un léger tremblement dans sa voix lorsqu'il évoquait son départ de la comté, un éclat étrange dans son regard lorsque son ancien trésor était mentionné, cette crispation fugace de ses doigts, comme s'il se souvenait malgré lui de la forme parfaite de l'anneau dans sa paume. Rien de spectaculaire, rien qui trahisse une corruption avancée, mais assez pour que les sages ressentent un frisson d'alarme, car l'anneau ne part jamais vraiment. Il laisse derrière lui un vide, une absence brûlante qui pousse parfois les anciens porteurs à se tourner vers lui comme vers une source perdue de chaleur et de sécurité. Et ce vide, Bilbo le portait encore. Elrond et Gandalf le savaient, et même ceux qui ne comprenaient pas les mécanismes profonds de cet artefact sentaient instinctivement qu'il y avait quelque chose d'inhabituel dans la façon dont le hobbit se tenait, comme si une part invisible de lui-même restait attachée à un passé obscur. Ainsi, la solennité qui entourait Bilbo au conseil n'était pas uniquement de l'admiration. Elle était teintée d'un respect mêlé d'inquiétude, comme si chacun reconnaissait à la fois la force qu'il avait fallu pour porter l'anneau et la menace sourde qui continuait de peser sur lui. On regardait Bilbo non seulement comme un survivant, mais comme un homme revenu des frontières de quelque chose que peu osaient nommer.
une frontière où la volonté d'un individu est mise en balance contre des forces si anciennes qu'elles semblaient pour certains appartenir à un autre âge du monde. Et c'est précisément cette dualité, la résilience extraordinaire et la fragilité latente, qui donnaient à sa présence une gravité unique. Bilbo n'était pas un héros triomphant, il était un témoin de l'ombre, quelqu'un qui avait survécu à l'étreinte du pouvoir sans y succomber, mais qui en portait encore les traces comme les cicatrices d'un feu ancien. Les regards posés sur lui reflétaient cette compréhension intime, un mélange d'admiration sincère et de crainte contenue, comme si sa simple présence rappelait combien l'anneau, même entre les mains d'un cœur simple, restait une force capable de bouleverser tout ce qu'elle touchait. Au-delà des exploits visibles et des cicatrices laissées par l'anneau, il y avait chez Bilbo quelque chose de plus subtil, mais que les sages reconnaissaient immédiatement. Une forme de courage que l'on ne rencontre presque jamais parmi les peuples de la Terre du Milieu, car la plupart des grands présents à Fontcombe avaient combattu, gouverné ou marché au-devant du danger pour des raisons qui, même lorsqu'elles étaient nobles, restaient inscrites dans un cadre plus vaste, la défense d'un royaume, la préservation d'un héritage, l'accomplissement d'un devoir. Bilbo, lui, n'était lié à rien de tout cela. Ce hobbit n'avait jamais cherché la gloire. Aucun chant à sa louange n'avait été composé à son retour et il ne l'aurait pas souhaité de toute manière. Il n'avait pas non plus ambitionné un royaume, ni même une position d'influence. La simple idée de diriger quoi que ce soit lui aurait semblé ridicule. Et pourtant, il avait traversé des épreuves que même certains seigneurs hésitaient à évoquer. Pour les sages présents, cette contradiction, un héros malgré lui, dépourvu d'aspiration au pouvoir, était en soi une rareté précieuse. Elrond, qui en avait vu bien d'autres depuis les premiers jours du monde, savait reconnaître la nature de ceux qui se tiennent devant le danger sans rien attendre en retour. Chez Bilbo, le moteur de l'action n'avait jamais été l'obligation. Rien ne l'obligeait à quitter la comté, rien ne le forçait à suivre les nains dans leur quête, et encore moins à s'infiltrer dans la tanière de Smaug. Ce qui le poussait, c'était cette étrange combinaison de curiosité, de loyauté et d'une forme discrète de bonté. Un mélange que les peuples plus anciens regardaient parfois avec un mélange de surprise et de nostalgie, comme s'il représentait une vertu oubliée depuis longtemps. Car les grands héros portent souvent avec eux l'ombre de leurs ambitions. Même ceux qui luttent pour la lumière ressentent parfois l'appel du prestige, du pouvoir ou de la mémoire qu'ils laisseront derrière eux. Bilbo, en revanche, semblait traverser ses aventures comme un marcheur qui suit un chemin sans jamais chercher à y laisser ses empreintes. Il n'agissait ni pour être reconnu, ni pour être retenu dans les récits. Il agissait parce qu'un ami avait besoin de lui ou parce qu'une porte entr'ouverte éveillait sa curiosité. Et cette simplicité-là, qui pourrait passer pour de la naïveté, était pour les sages un signe d'une rectitude morale presque impossible à feindre. Ce respect prenait d'autant plus de force lorsqu'on se rappelait ce que Bilbo avait fait après son retour. La plupart des porteurs de pouvoir, même ceux qui en avaient été marqués involontairement, auraient aussi gardé l'anneau par crainte, par attachement ou par désir. Lui avait fini par s'en séparer. Non sans souffrance, certes, mais volontairement. Et cela, aux yeux d'Elrond et de Gandalf, valait presque autant que ses exploits passés. Peu de mortels, ou même d'êtres plus anciens, auraient été capables de renoncer à un artefact qui chuchote à l'âme, promettant réconfort, invisibilité, sécurité et une douceur trompeuse. Mais ce qui frappait le plus les sages, ce n'était pas seulement que Bilbo ait abandonné l'anneau, c'était qu'il ait été prêt, au conseil, à reprendre sa charge. Lorsqu'il proposa, d'une voix tremblante mais sincère, de porter à nouveau l'anneau si personne d'autre ne se révélait capable, un silence singulier avait traversé l'assemblée. Ce n'était pas une bravade, ni une parole lancée sous le coup de l'émotion, c'était l'expression brute d'un cœur qui n'avait jamais cessé d'être généreux, même affaibli par les années.
Cette volonté de se sacrifier une seconde fois, malgré la fatigue accumulée, malgré la longue ombre que l'anneau avait laissée dans son esprit, révélait une noblesse qui dépassait la simple bravoure. Car il est facile d'être courageux quand on ignore le danger. Bilbo, lui, savait exactement ce que signifiait être porteur. Il connaissait le poids du métal, la morsure de la tentation, le vide qu'il laissait quand il s'en éloignait. Et malgré tout, il se disait prêt à avancer à nouveau dans cette obscurité. Pour Elrond, pour Gandalf et pour plusieurs autres qui saisissaient l'ampleur de cette déclaration, c'était un geste d'une rareté presque irréelle. Non pas le courage flamboyant des guerriers, ni la fermeté des rois, mais quelque chose de plus ancien et de plus pur. La capacité de choisir le bien sans y être destiné, d'offrir sa propre paix pour un monde qui ne saurait peut-être jamais lui rendre justice. Ainsi, dans les yeux de ceux qui l'observaient, le respect éprouvé à l'égard de Bilbo ne venait pas seulement de ses actes, mais de la nature même de son cœur. Un cœur sans ambition, mais pas sans grandeur. Un cœur capable de s'avancer vers l'ombre, non pour y trouver sa gloire, mais pour que d'autres n'aient pas à s'y perdre. Au sein du Conseil de Fontcombe, Bilbo n'était pas seulement un témoin précieux, ni un ancien porteur de l'anneau. Il devenait, sans vraiment le savoir, l'incarnation d'un principe que les sages reconnaissaient depuis longtemps, mais que peu osaient formuler à voix haute. Dans la terre du milieu, ce ne sont pas toujours les puissants qui changent le destin du monde. Souvent, ce sont ceux que l'on ne remarque pas. Ceux dont la voix ne porte pas dans les grandes salles, mais dont les actes résonnent plus loin que leurs pas. Bilbo symbolisait cette vérité avec une clarté presque poignante, car en lui se trouvait tout ce que Tolkien voulait rappeler à travers ses récits, que les humbles ont un rôle essentiel dans la lutte contre l'ombre. Les peuples anciens, qu'ils soient elfes ou nains, avaient tendance à considérer les grandes batailles comme des jeux de force colossales. Mais la présence du Hobbit rappelait que la lumière peut surgir d'un cœur paisible, d'un caractère discret, d'un être que personne n'aurait imaginé au centre des grands événements. Autour de la table du conseil, on percevait ce contraste. L'ombre qui grandissait à nouveau semblait exiger des héros prestigieux, des lignées nobles, des armes forgées pour l'éternité. Et pourtant, ce n'était pas un roi qui avait trouvé l'anneau, ce n'était pas un général qui avait résisté à son appel pendant des décennies. C'était Bilbo, un jardinier amateur, un écrivain dilettante, un voyageur malgré lui, un hobbit dont les plus grandes batailles avaient été avant Gandalf, celles qu'il menait contre son propre désordre intérieur ou contre l'heure du dîner. Sa présence rappelait que le courage ne se mesure pas à la taille des ennemis affrontés, ni au nombre de soldats sous son commandement, mais à la capacité de dire oui quand tout en soi murmure qu'il serait plus simple de rester chez soi. Les sages le savaient, si l'anneau avait été porté par un cœur ambitieux, les conséquences auraient été dévastatrices. Seule une âme modeste, libre de la soif de pouvoir, pouvait survivre aussi longtemps sous son influence. Et c'est pour cela que Bilbo, même assis au dernier rang de la salle, même silencieux, rayonnait d'un respect que les plus anciens offraient rarement. Il ne représentait pas une force militaire, ni une sagesse millénaire, ni même un destin prophétique. Il représentait quelque chose de plus essentiel, la preuve que la lutte contre les ténèbres appartient aussi, et peut-être surtout à ceux que personne n'attend, à ceux qui avancent sans penser à leur propre renommée, à ceux qui choisissent le bien simplement parce qu'il est juste. Ainsi, au Conseil, Bilbo n'était pas honoré uniquement pour ce qu'il avait accompli, mais pour ce qu'il révélait de la nature profonde de l'héroïsme en terre du milieu. Un héroïsme sans éclat, sans faste, né d'une patience tenace et d'une bonté qui ne cherche pas à être remarqué. Un héroïsme qui, souvent, change le monde, sans jamais revendiquer ce changement. Et si cette idée résonne encore dans ton esprit, si ce petit hobbit te rappelle pourquoi les récits de Tolkien continuent d'inspirer après tant de générations, alors viens t'asseoir avec nous autour de ce feu narratif. Abonne-toi, laisse ton like et accompagne ce voyage.
Après tout, comme dirait Elrond, même les plus petites mains peuvent cliquer au moment le plus décisif.